suffisamment belle et précieuse pour qu'il me fasse l'honneur de me choisir comme sa proie. Il y a un soulagement sans nom à pouvoir coller, dans le grand livre des disputes et des gens déçus, les étiquettes des gentils et des méchants. Et je t'en relis une autre quelques pages plus loin. C'était une première relation, on les a tous un peu ratées celle-là. Les coups et les blessures à cet âge-là, ça n'imprime pas, la peau est tendre et la tête encore molle. Il m'aurait fallu des marques sur le corps, qu'il m'ait endurci, tanné, diminué, mais je n'ai eu droit qu'à la zone grise. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? La zone grise. Deux mots qu'on a trouvés pour faire disparaître les histoires pas assez graves pour faire condamner, mais trop bizarres pour ne pas déranger. C'est donc un premier coup de cœur pour ces faves du moment. Bravo Charlie, tu es trop forte. Le livre suivant est un autre coup de cœur, énorme coup de cœur. Malheureusement, je ne l'ai que sur liseuse. Je l'achèterai en physique lorsque je le trouverai dans ma librairie d'occasion. On peut profiter un petit peu de ce tapping sur liseuse absolument divin. Il s'agit de... Je vais montrer la couverture là-dessus. L'Octopus et moi, d'Erin Hortel. Je vais te lire le résumé que j'ai noté à côté de moi. C'est l'histoire d'une pieuvre qui cherche à rejoindre l'océan Pacifique pour y pondre ses œufs. Mais pour y parvenir, elle doit traverser un bras de terre, quitter son élément, croiser une route. C'est l'histoire d'une femme qui a vécu de terribles épreuves et ne sait plus très bien ce qu'elle est, ni ce qui a de l'importance à ses yeux. Une nuit, leurs chemins se croisent et pour la femme, tout bascule. Au cœur des paysages rudes et magiques de Tasmanie, s'écrit alors une histoire de reconquête et de rencontres, de choix et d'idéaux. Avec ce premier roman, Erin Hortel nous parle des échos de la vie sauvage sur notre vie humaine, dessinant avec énergie et malice le destin d'une femme qui trouve en regardant l'océan la réponse à ses questions et le chemin d'une vie nouvelle. Donc au niveau de l'histoire, Lucie, le personnage principal, a en fait eu un cancer du sein et suite à son ablation, elle a décidé un petit peu sur un coup de tête de se faire augmenter la poitrine par rapport à la taille qu'elle avait avant. Et suite à ça, elle a commencé à se sentir étrangère dans son corps, à sentir le regard des autres changer, parfois de manière positive, parfois de manière dérangeante. En tout cas, elle a commencé à se sentir vraiment perdue dans sa vie et à s'enfoncer dans une spirale qui ne finissait pas jusqu'au jour où elle a craqué. Elle est sortie de chez elle pour aller voir un petit peu la nature et il lui est arrivé un accident que je ne vais pas spoiler. J'ai énormément aimé ce roman qui déjà est très très bien écrit et aussi parce que j'ai pu m'identifier pas mal à la narratrice sur un sujet qui est assez peu traité dans les livres ou du moins rarement de manière aussi juste. En tant que personne qui s'est aussi fait opérer des deux seins et qui a pas mal de complexes sur les cicatrices, sur la taille, etc. Même si je n'ai pas eu la même opération que Lucie, ça reste une opération qui déforme une partie du corps qui est un petit peu sacralisée. Et ça m'a fait profondément du bien de pouvoir m'identifier à un personnage qui doit gérer un petit peu les mêmes problèmes et c'est un livre qui m'a un petit peu redonné confiance là-dessus, je pense. Au-delà de ça, dans ce roman, l'environnement est extrêmement présent. C'est un roman qui questionne beaucoup les liens entre les humains et leur environnement, la nature, les animaux, sans forcément tomber dans le cliché des gentils écologistes et des méchants chasseurs par exemple. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est bien plus complexe. Et de la même manière que j'ai adoré les paysages sauvages de Jack London dans le Grand Nord, j'ai adoré la Tasmanie
car ça va pas durer très longtemps. Une des citations les plus connues de ce roman, c'est When the darkest part of you meets the darkest part of me, it creates light. Quand la partie la plus sombre chez toi rencontre la partie la plus sombre chez moi, ça crée de la lumière. Et la deuxième que j'ai notée, que j'aimais bien, ça parle de grandir entouré d'amour ou non. But the people who did get that love, they grew up to be different from us, more secure. Maybe they're not as shiny or successful as you and I feel we have to be, but it's not because they're not interesting. They just don't feel that they have to do the tap dance, you know. They don't have to prove themselves all the time to be loved, because they always were. Voilà, on ferme la parenthèse anglaise, c'était probablement catastrophique. Ensuite, une autre lecture de cet été. Il s'agit de Ressac de Tigli, que j'avais déjà vu, et quand je l'ai recroisé, j'ai décidé de l'acheter. C'était de toute façon une toute petite lecture, je ne m'engageais pas dans un énorme pavé. Je vais enlever le petit bandeau ici, qui dit un récit sensible, intime et empreint de sororité. Oui, c'est plutôt une bonne description, je pense. Je vais te lire le résumé. Un récit sensible et puissant pour celles et ceux qui ont déjà éprouvé un désir de prendre le large. Sur un coup de tête, Maureen Wingrove décide de s'éloigner du monde et des réseaux sociaux pour tenter de se retrouver. Direction la Bretagne pour une semaine de retraite dans une abbaye battue par les embruns. Une semaine dense, intense. Une semaine assaillie par des vagues de souvenirs, par des émotions, par des portraits de femmes, par des rencontres insolites et inoubliables. Une semaine face à elle-même, en quête de sérénité. Ressac est le journal de cette parenthèse. Donc il faut savoir qu'il s'agit d'un journal personnel. C'est le vrai récit de l'autrice Tigli, c'est Maureen Wingrove. À l'annonce du décès de son beau-père, c'est d'ailleurs lui qui l'avait surnommé Tigli, avec qui les dernières années avaient été un petit peu difficiles à vivre en raison de sa bipolarité. Maureen décide de s'enfuir 5 jours
apprécié la lecture de ce classique qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà lu et dont l'histoire m'a beaucoup touchée, en particulier la première moitié. Et ça m'a donné envie de voir ce qu'avait fait d'autres Marguerite Duras, notamment son roman L'Amant, qui traite un petit peu du même contexte. Et nous en avons fini pour les livres. Maintenant passons au film. J'ai été pas mal au cinéma cet été, notamment pour la climatisation, parce que l'été à Lyon c'est invivable. J'ai été voir pas mal de films dont je ne vais pas parler en détail aujourd'hui, notamment Le Manoir Hanté, Barbie, Asteroid City, que j'ai plutôt apprécié. Après c'était pas forcément non plus des coups de cœur, et c'est des films dont on a déjà beaucoup parlé pour la plupart, comme Barbie par exemple, donc il n'y a pas grand chose à ajouter honnêtement. Je vais te parler maintenant de mes coups de cœur, et il y en a eu. Alors comme d'hab, je suis une personne très en retard, que ce soit sur les livres ou sur les films. Je ne regarde ou lis jamais ce qui sort dans l'année, je suis toujours quelques années de retard, c'est comme ça, vous avez l'habitude. Je vais commencer par prendre un petit objet en rapport. Ma vie de courgette. J'avais pas de courgette donc j'ai pris une carotte. J'espère que tu me pardonneras. C'est un film d'animation réalisé en stop motion qui a été réalisé par Claude Baraz, et la scénariste c'est Céline Sciamma. Donc au niveau de l'histoire, Courgette est un petit garçon de 9 ans qui vit seul avec sa mère alcoolique jusqu'au jour où il va accidentellement la tuer dans un accident domestique. Il est alors placé dans un foyer pour enfants dans lequel il va découvrir d'autres orphelins au passé tout aussi difficile. Si le film ressemble de l'extérieur un petit peu à un film pour enfants, en réalité il aborde des sujets très lourds et très sérieux, mais il le fait divinement bien. C'est un film dans lequel on chiale du début à la fin, on chiale de tristesse, on chiale aussi de joie, bref, beaucoup d'émotions. C'est très court mais merveilleusement bien réalisé. Et ça c'est toujours placé des petites notes d'humour et de légèreté là où il y en a besoin. C'est trop touchant, vraiment allez le voir, même si je sais que le stop motion peut parfois rebuter certaines personnes. Ça vaut le coup. Bon, il est sorti en 2016, hein, j'arrive vraiment après la hype, après la vague, mais si comme moi vous ne l'aviez pas encore vu, c'est le moment. Vous allez adorer. Je vais laisser ma carotte maintenant. Qu'est-ce que je vais prendre comme objet? Ah oui, je l'ai pas pris, c'est juste derrière, attends. Petit indice sur le film avec l'objet. C'est un film récent cette fois-ci. Alors, est-ce que tu as trouvé?
l'espace. Vraiment la technique et le cadrage sont époustouflants, à tel point que si vous avez le mal de mer, je pense que ça peut être difficile par moments parce qu'on tourne beaucoup. On se sent nous aussi perdus dans l'immensité de l'espace, le silence est parfois extrêmement pesant. Bref, c'est complètement immersif. On ressent aussi à beaucoup de moments le manque d'oxygène et ça c'est un truc qui m'angoisse beaucoup. Mais bref, c'était quand même une très bonne expérience. On a de l'action, de l'attention, du suspense, de l'émotion, tout ce qui fait qu'un film est réussi. Même si le scénario reste au final relativement simple, on n'a pas forcément besoin que ce soit hyper complexe, il est exécuté avec brio, les dialogues sont beaux, on n'a pas d'histoire d'amour superflue ou de méchants à combattre par exemple, on est juste perdu dans l'espace avec nos deux personnages, on a l'impression qu'ils ont vraiment notre vie entre leurs mains. Bref, un grand moment. Et si comme moi vous n'êtes absolument pas à la page, courez le voir si jamais il repasse dans les cinémas chez vous. Ça arrive parfois qu'il repasse les films. Juste allez-y, moi je sais que j'y retournerai. Au revoir la lune, on va la recharger. Ensuite, un autre film. Bon là il n'y a pas forcément de trigger adapté, tu vas pas pouvoir deviner. Je prends ces petites balles là. Je vais te parler du film Julie en 12 chapitres, qui est un film sorti il y a 2 ans, quelque chose comme ça. C'est un film norvégien dans lequel on suit donc Julie, qui vient d'avoir 30 ans et qui est un petit peu perdue dans sa vie. Elle change plusieurs fois d'études, de voies, de job, sans réussir à trouver ce qui est vraiment son truc. Elle sort avec Axel, un dessinateur de BD assez connu, mais qui veut un enfant et elle ne sait pas trop pour l'instant, donc elle décide de le quitter pour un autre homme en essayant de commencer une nouvelle vie. Le film est donc divisé en 12 chapitres, comme l'indique le titre. On suit Julie sur plusieurs années de sa trentaine. On la suit dans ses diverses expérimentations, de la photographie à l'infidélité ou presque, les champignons hallucinogènes, dans aussi les coups durs de la vie, comme les ruptures et les deuils. C'est très moderne, on peut facilement s'identifier à Julie. Le film réussit à aborder beaucoup de sujets en même temps sans que cela fasse fouillis, donc c'est une réussite là-dessus. C'est un film qui nous montre que c'est ok d'être un peu paumé à tout âge, parce qu'on a souvent l'impression que si on n'a pas trouvé sa voie, qu'on n'est pas dans les bonnes études, dans le bon job, passé 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est que c'est trop tard pour faire d'autres choix, qu'on est bloqué là-dedans, alors qu'en fait c'est totalement faux. Ce film sera donc votre compagnon d'errance, peu importe votre âge. C'est un film qui fait du bien et qui est vraiment intéressant et prenant, je vous le recommande beaucoup. Je vais garder mes deux petites babelles pour le dernier film, qui est I'm Your Man. C'est un film allemand que j'ai vu dans un cinéma en plein air qui était projeté à Lyon cet été gratuitement. J'y suis vraiment allée par hasard. Je te lis le synopsis. Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience. Pendant 3 semaines, elle doit vivre avec Tom, un
Ils sont à la fois extrêmement beaux, les costumes, les maquillages, les effets spéciaux sont magnifiques, et extrêmement flippants aussi. Après on ne les voit pas la majorité du temps dans les épisodes, c'est plus centré sur l'histoire de Joël et Ellie, qui est très très touchante. Mon dieu, Pedro Pascal, je comprenais pas la hype autour de cette personne, mais en fait tout le monde a envie que ce soit son papa, maintenant je comprends. Et par contre, c'est une série extrêmement cruelle, c'est-à-dire que bon, j'ai déjà beaucoup chialé apparemment là dans les films et séries dont je t'ai parlé, mais là, des crises de larmes, une inondation de mon appartement. C'est une série qui va te présenter des personnages extrêmement attachants, wholesome comme pas possible au début d'un épisode, et de les tuer de manière cruelle à la fin. Il y a énormément de personnages qui meurent, beaucoup de choses tristes, mais ça reste une excellente série. Et j'ai malgré tout adoré la regarder avec les yeux embués. L'autre série que j'ai regardée, alors je l'ai pas tout à fait terminée, mais bon, je peux quand même en parler, c'est Good Girls. Good Girls, c'est l'histoire de 3 mamans qui se retrouvent à braquer un supermarché à cause de problèmes financiers et qui se retrouvent accidentellement liées à un gang qui va pousser ces 3 femmes à collaborer avec eux. Ça se passe à Détroit, donc dans les personnages principaux on suit Beth Bolland qui est mère au foyer de 4 enfants. Son mari la trompe et gère extrêmement mal son argent. On a ensuite sa petite sœur Annie qui est caissière dans un supermarché et qui mène une vie très précaire, ne supporte plus son manager et qui risque de perdre la garde de son enfant. Et on a ensuite leur amie Ruby qui est serveuse et ne sait pas comment faire pour payer les soins de sa fille qui est atteinte d'une maladie grave. Et donc pour rappel, ça se passe aux États-Unis, donc ça coûte extrêmement cher. C'est une très bonne série à mon sens, qui est très prenante, à la fois dans le suspense et à la fois un petit peu légère et drôle. Les personnages sont, je trouve, très bien construits. Ils ont vraiment des personnalités très attachantes. J'adore le personnage de Beth Bolland. Je trouve aussi que tous les sujets traités dans cette série ont été très bien écrits, on ne tombe pas dans les clichés. Que ce soit par exemple la transidentité du fils d'Annie ou bien la relation ambiguë entre Beth et le chef du gang, ou le fait de commencer à prendre goût à l'illégalité. Clairement on ne s'ennuie pas dans cette série, il se passe toujours
aussi, je les lis toujours. Et ensuite je regarde si ça m'intéresse ou pas. Parfois je fais des belles découvertes comme ça fait toujours plaisir. La prochaine fois ce sera donc les faves d'automne. Ouais, on est bien en été. Bref, parfois quand les moments sont un petit peu difficiles et qu'on a du mal à faire sens de tout ce qui nous entoure, juste se plonger dans des bons livres, des bons films, des bons jeux vidéo, tout ce que vous voulez, ça redonne une passion et une motivation pour ce que peut nous offrir les petites choses du quotidien en fait. Ça nous permet de s'évader et de découvrir d'autres univers, de s'identifier à des personnes